Johann Elizabeth Bertha Schippan. Johann Elisabeth Bertha Schippan est née en janvier de 1888 et est décédée à l'âge précoce de 13 ans. Bertha était la plus jeune enfant d'une grande famille qui vivait dans la ville sud-australienne de Tawita, une petite colonie agricole allemande. Le 1er janvier 1902, les parents de Bertha sont partis pour la journée pour aller visiter la famille à Eden Valley, à 12 miles de distance. Cette nuit-là, ses deux jeunes frères dormaient dans la grange voisine, laissant seulement Bertha et sa sœur de 24 ans, Mary, seules dans la modeste maison de la famille. D'après Mary, c'est à 22 heures. Cette nuit-là, elle s'est réveillée pour trouver un homme barbu allongé sur sa poitrine. Après une courte lutte, elle s'est libérée et a quitté la maison, laissant sa petite sœur derrière elle. L'un de ses jeunes frères a prévenu le gendarme local, mais quand ils sont revenus, Bertha a été retrouvée morte. Elle avait été brutalement poignardée environ 40 fois. L'enquête sur le meurtre horrible de la jeune fille de 13 ans a été dirigée par le médecin légiste local, le docteur Ramsay Smith, et a eu lieu peu de temps après la découverte de son corps. Il y avait beaucoup de suspicions autour de Mary, étant donné qu'elle était la seule témoin de l'homme barbu, et la seule dans la maison à ce moment-là avec Bertha. Non seulement cela, mais il n'y avait aucune preuve que l'homme avait été dans la maison, ou avait même existé. Une recherche policière approfondie n'a révélé aucune piste sur l'identité de l'homme, ni d'indice qu'il avait été dans la maison. Cela a mené à l'inculpation de Mary. Son procès a commencé en mars 1902. Mary était intelligente, embauchant le meilleur avocat de l'État qui a réussi à convaincre le jury que les preuves contre son client étaient au mieux circonstancielles. Le jury a mis 2 heures pour rendre leur verdict et Mary a finalement été acquittée du meurtre de sa sœur. Cependant, Mary n'était pas la seule suspecte dans l'affaire de Bertha. Les médias locaux ont spéculé que leur père était responsable du crime en raison de son histoire bien connue de violence. D'autres ont suggéré que le petit ami de Mary, âgé de 21 ans, Gustav Nischke, était responsable. Le couple sortait ensemble depuis 1 an. Le père de Mary, Mathis Schippan, avait une fois tiré sur Gustav, le blessant et le laissant retirer des plombs de sa jambe. Il aurait également assassiné un commerçant itinérant et Bertha en aurait été témoin. Le motif supposé de Mathis pour assassiner sa fille est qu'elle avait menacé de révéler aux autorités ce qu'elle savait concernant ce homicide. Gustav avait un alibi pour la nuit où Bertha a été tuée, mais on soupçonnait que si lui ou Mary avait tué la jeune fille de 13 ans, c'était parce qu'elle aurait pu menacer de révéler la relation du couple à son père strict. Pendant ce temps, on a soutenu que Mathis n'aurait pas pu faire le trajet de 20 km pour rentrer chez lui depuis Eden Valley car il faisait nuit et le terrain était imprévisible. Après son acquittement, Mary a vécu sa vie en recluse et ne s'est jamais mariée. Elle était connue sous le nom de la Dame Grise car elle portait une robe et des bonnets de couleur grise et se promenait souvent sans regarder personne. Elle est décédée en 1919 à l'âge de 41 ans après avoir souffert de la tuberculose. Le meurtre de sa sœur Bertha reste non résolu plus d'1 siècle plus tard. Le meurtre du Hall Pison. La maison Providence dans le village de Pison Hall, Suffolk, est devenue le décor de l'un des meurtres les plus froids d'Angleterre lorsque, en 1902, une jeune femme nommée Rose Harzant a été brutalement poignardée et laissée pour morte. Elle n'avait que 22 ans et était enceinte de 6 mois au moment de son meurtre. Le 31 mai de cette année-là, Rose Harzant, une servante à la maison Providence, avait reçu une lettre anonyme lui demandant de se rencontrer à minuit. Rose y est allée, mais elle n'est jamais revenue. Le lendemain matin, son père William s'est rendu à la maison Providence. Il a trouvé la maison calme et silencieuse alors qu'il la traversait. En entrant dans la cuisine, il est tombé sur le corps ensanglanté de sa fille gisant sur le sol de la cuisine. La fin de la vie de Rose avait été violente. Sa gorge avait été tranchée, des entailles avaient été trouvées sur ses épaules et sa poitrine, son visage et sa mâchoire étaient meurtris et elle avait des blessures sur ses mains qui suggéraient qu'elle avait essayé de repousser son agresseur.
La chemise de nuit de la fille était carbonisée. Au début, les autorités pensaient qu'elle s'était soit suicidée, soit que tout cela avait été un accident, qu'elle était tombée dans les escaliers et s'était coupée avec la lampe à huile brisée qui, à son tour, avait enflammé sa chemise de nuit. Cependant, après avoir enquêté dans la chambre de Rose, ils sont tombés sur la lettre anonyme et ont également entendu des rumeurs suggérant que Rose avait eu une liaison avec un homme marié. L'homme en question était un ecclésiastique dans la trentaine nommé William Gardiner qui vivait avec sa femme et ses 6 enfants. Il était ancien et maître de chœur à l'église de Rose. Apparemment, les habitants étaient bien au courant de l'affaire du couple qui avait commencé en 1901 car ils avaient été entendus dans une chapelle vide ayant des discussions à caractère sexuel. Les autorités se sont immédiatement concentrées sur William. Il y avait certainement beaucoup de preuves dans l'affaire qui pointaient vers le clergyman. Une bouteille de médicaments cassés contenant du paraffine a été trouvée près du corps de Rose. Elle avait été prescrite à l'un des enfants Gardiner. On pensait que l'écriture sur la lettre anonyme correspondait à celle de William et la police a trouvé un couteau ensanglanté chez lui, bien qu'il prétende que le sang était de lapin, pas humain. Les voisins ont également été témoins d'un incendie dans le jardin de William après le meurtre, ce qui explique pour beaucoup pourquoi on n'a jamais trouvé de vêtements ensanglantés en sa possession. Cependant, il y avait un obstacle pour l'accusation. Madame Gardner a soutenu l'alibi de son mari, affirmant qu'ils étaient tous les deux au lit ensemble toute la nuit. Lorsqu'elle a été confrontée par la police, elle a admis qu'elle connaissait les rumeurs qui circulaient dans le village à propos de son mari et de Rose, mais a ajouté qu'elles étaient complètement et absolument fausses et que William avait été blanchi par une enquête menée par la chapelle. On a découvert que Madame Gardner avait été réveillée tôt le matin. Ses voisins l'avaient entendue éveillée à travers les murs fins comme du papier. Ils l'ont entendue se coucher vers 4 heures du matin. L'heure estimée de la mort de Rose était entre 2 et 4 heures du matin. Cela a conduit beaucoup à croire que Madame Gardner était la véritable meurtrière qui a commis le meurtre brutal dans un accès de rage et de jalousie et a peut-être été déclenchée en découvrant que Rose était enceinte. Finalement, William a été accusé et il a fait face à 2 procès, l'un en novembre de 1902 et l'autre en janvier de 1903. Les 2 procès ont utilisé le même procureur, Henry Dickens, fils du célèbre auteur Charles Dickens, et la même défense. Les 2 fois, William a maintenu son innocence et les 2 fois, le jury n'a pas pu se mettre d'accord sur un verdict, ce qui a entraîné un procès nul. Alors que William était prévu pour un 3e procès en 1903, ceux qui dirigeaient l'affaire pensaient bien que c'était inutile de le faire, qu'il ferait face au même résultat, et donc le clergyman a été libéré. Il n'a jamais été formellement acquitté puisqu'il n'a été reconnu ni coupable ni innocent, et beaucoup de locaux ont continué à le soupçonner une fois les procès terminés. Après sa libération, la famille Gardiner a déménagé à Londres pour un nouveau départ. William est décédé en 1941 et la famille de Rose Arzan n'a jamais obtenu justice dans l'affaire du meurtre de leur fille. Le meurtre à la gare de Links Green. La gare de Links Green était sur la branche de la Derwent Valley Railway du North Eastern Railway dans le comté de Durham en Angleterre. La gare a ouvert le 2 décembre 1867. On savait qu'elle était extrêmement isolée car seules quelques maisons étaient près de la gare et pas grand-chose d'autre. Dans la nuit du samedi 7 octobre 1911, le chef de gare Joseph Wilson, âgé de 60 ans, a été abattu en rentrant chez lui après avoir fermé son bureau à la gare. Joseph était veuf et connu comme un homme calme et respectable qui avait vécu une vie simple et honnête. Il avait également un vif intérêt pour l'horticulture. Il était la dernière personne que quiconque voudrait blesser. Du moins, c'est ce que pensaient ceux qui le connaissaient. Bien que Joseph ne soit pas mort sur le coup, il n'a pas pu nommer son meurtrier. Selon les rapports, du sable a été jeté à son visage avant qu'il ne soit abattu. Le collègue restant de Joseph, un homme nommé Fred White, était en train de fermer le bureau de réservation lorsqu'il a entendu les coups de feu. Accompagné de son ami, les 2 se sont précipités vers l'endroit où ils pensaient que le coup de feu était venu.
Bertha Wilson, la fille de Joseph, a crié depuis sa maison, hurlant qu'ils avaient tiré sur son père, qui s'était effondré sur le porche. 4 passagers du dernier train arrivé avaient également entendu les coups de feu. Ils se sont également dirigés vers la maison du chef de gare, suivant le bruit des tirs. Joseph a été porté à l'intérieur de la maison, et l'un des hommes, un ambulancier formé et compétent, a desserré la cravate de Joseph et lui a donné une gorgée de cognac, demandant qui lui avait tiré dessus. Joseph ne pouvait pas répondre, gargouillant avant de s'éteindre. On pensait que le mobile du meurtre insensé de Joseph était le vol. Il avait l'habitude de transporter les recettes de la journée à sa maison, à 50 mètres de là, mais le jour en question, il avait transporté l'argent plus tôt. La chasse au meurtrier de Joseph est devenue l'une des plus grandes de l'histoire du Nord-Est, avec 200 officiers utilisés dans l'enquête, mais personne n'a jamais été condamné pour le crime. Le médecin qui a pratiqué l'autopsie de Joseph a conclu qu'il avait été tué par une seule balle provenant d'un revolver de gros calibre. La balle a été trouvée par la police avec un petit sac contenant du sable. Des empreintes de pas dans le jardin ont également été découvertes, ainsi qu'un morceau de tissu de lin en forme de bâillon. Comme la zone environnante était remplie de broussailles et d'arbres, on soupçonnait que le coupable avait réussi à s'échapper à pied, disparaissant parmi les arbustes. Le principal suspect du meurtre était Samuel Atkinson, un portier de secours de 25 ans qui a été fortement interrogé. 3 témoins sur 4 l'ont vu traîner autour de la gare bien après qu'il ait prétendu être rentré chez lui. Le 4e témoin n'était pas sûr, mais pensait qu'il était possible que Samuel soit l'homme qui l'avait vu. Samuel a été accusé du meurtre de Joseph Wilson. Cependant, son avocat a découvert que Samuel n'avait pas été averti lors de son enquête et donc toutes les déclarations faites par lui concernant son emplacement ou la soirée en question n'étaient pas admissibles devant le tribunal. En raison de cette erreur, les principales preuves de l'application de la loi contre Atkinson ne pouvaient pas être utilisées lors de son procès. Et donc, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'accuser du crime. Finalement, Samuel a été libéré. Son avocat avait demandé que ses clients soient indemnisés financièrement car il avait subi beaucoup de détresse. Cette demande a cependant été rejetée. L'affaire de Samuel a été rejetée et après cela, la police a mis fin à ses enquêtes. En conséquence, l'affaire reste non résolue et la famille de Joseph n'a jamais obtenu justice pour son meurtre. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants et en sécurité, à la prochaine.